Bonjour Aline et bienvenue dans la nouvelle interview Talk. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Comment vas-tu déjà? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. En quoi consiste ton activité? On va commencer directement. D'accord. Alors, je suis un cabinet de conseil autour de la paye et des ressources humaines. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne des petites entreprises, des moyennes entreprises, associations et cabinets comptables. Je les accompagne aussi autour de leur projet d'embauche. Donc, chercher le meilleur profil adéquat, voir s'il va bien s'insérer dans l'entreprise, tout faire pour qu'il s'insère, les checker sur les obligations du coup liées à cette embauche. Et surtout la stimulation de coûts, savoir combien ça va coûter l'embauche. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton entreprise alors du coup? Oui, Facility Pay. Bon, je sais que le secteur appel, ça n'a pas forcément été ton premier choix. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour arriver à cela? Oh, alors oui, en effet, c'était pas une ligne droite, pas du tout. Je connaissais pas du tout la paye en plus. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on connaît pas tous les métiers. Et ça, c'est un métier assez récent quand même, la paye. Du coup, avant, j'étais dans l'environnement. À la fin de ma licence pour entrer en master, il y a eu le service civique volontaire qui du coup a bloqué toutes les issues. Du coup, je me suis dit, tiens, moi j'ai toujours été aussi passionnée à côté de la gravure sur verre. Je vais essayer de monter mon activité dessus. Donc j'ai été suivie en couveuse pendant 1 an. Alors malheureusement, c'était qu'une activité saisonnière. Du coup, pendant la couveuse, j'ai été formée à tout ce qui était comptabilité, gestion. Je me suis dit, tiens, ça me plaît. De toute façon, j'ai toujours aimé les chiffres. Je vais partir là-dedans. Donc, je suis partie en alternance en comptabilité. Et la comptabilité, malheureusement, j'ai trouvé ça trop renfermé. J'aimais bien les chiffres, mais il n'y avait pas le contact. Voilà, il n'y avait aucune communication. J'ai eu de la chance qu'il y avait une comptable unique qui me formait et du coup, j'ai vu qu'elle faisait des payes. Donc, je l'ai questionnée, elle m'a indiqué comment c'était. Je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant parce qu'il y a les chiffres et il y a aussi le contact humain que je recherche. Du coup, je suis partie en alternance, 1 an en paye. J'ai validé mon diplôme et cette alternance s'est super bien passée. C'était le métier qu'il me fallait en fait, les calculs et le contact humain. Du coup, après, j'ai persévéré directement, définitivement plutôt dedans. Voilà. Là, tu nous as parlé de couveuse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la couveuse? Parce que moi, par exemple, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, la couveuse, c'est une association d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est immatriculée, elle a son propre SIRET, elle prête son SIRET au couvé. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, en l'occurrence, on est formé avec un commercial, une comptable, qui nous suit. Donc, on a l'autorisation de pouvoir exercer, mais avec le SIRET prêté de la couveuse. Donc, la couveuse, en contrepartie, je crois qu'elle prend 5% du chiffre d'affaires qu'on perçoit. Et à la fin, comme c'est un test semi-réel, du coup, c'est soit on décide de s'immatriculer définitivement ou on arrête là. Et du coup, elle nous redonne le bénéfice perçu moins les 5% à la fin. Ok. C'est financé par le département, la région et l'Europe. Ok. Voilà. Là, tu m'as parlé en fait qu'avant tu faisais de la comptabilité, mais qu'il t'a manqué ce côté humain. Tu peux nous expliquer d'où ça vient? Qu'est-ce que cela représente pour toi, le contact humain, du coup? Alors, beaucoup. J'étais une petite fille hyper extravertie, très timide. À un point que mon père me forçait à décrocher le téléphone, aller chercher du pain, même ça, je ne pouvais pas le faire. Et un jour, à mes 17 ans, j'ai eu un déclic. Et je me suis ouverte et ça m'a libérée en fait le contact humain. Donc c'est pour ça que je me suis dit, plus question de me retrouver à ce stade de petite fille renfermée, cloisonnée. Donc du coup, toi, tu m'expliques que tu as besoin, toi, de rencontres, d'échanger avec les gens. C'est vrai qu'il y a certains qui sont cloisonnés dans leur bureau et que ça les dérange pas et qui, du coup, pas ce lien-là. Du coup, comment tu as vécu le confinement? Alors, le confinement, ça a été parce que je me suis retombée sur mes pattes en cherchant des réseaux. Je me suis dit, il faut que je trouve des réseaux où on peut échanger au moins en visio. Et notamment sur mes problématiques qui devaient évoluer par rapport à la prospection, comment prospecter maintenant, vu qu'on ne voyait plus les gens. Et du coup, je suis tombée sur un réseau d'entrepreneurs, Team Connect, qui justement faisait des liens toutes les semaines, on échangeait entre entrepreneurs sur nos différentes problématiques. Donc ça nous a permis de ne pas être isolés dans notre activité. Du coup, pour toi, le réseau, tu trouves ça important ou voire indispensable? Pour les entrepreneurs, c'est indispensable. Ouais. Oui. Moi, surtout pour mon activité, parce que moi, mon activité, c'est qui que je dois démarcher? C'est le gérant, le patron de l'entreprise. Et quand on téléphone, on a la secrétaire. C'est rarement qu'on a tout de suite le contact du gérant. Donc, le fait de communiquer avec d'autres gérants au sein de réseau, forcément, là, déjà, ils me voient physiquement.
Donc c'est plus simple. Tu peux nous présenter du coup ton métier ou ton entreprise en synthétisant ce que tu fais? Oui, donc Enfin, en expliquant de manière simple. Ah bah voilà, donc l'employeur a des salariés. Ouais. J'accompagne dans l'arrivée, par exemple, la nouvelle salariée, je fais sa DPAE, son contrat de travail, après son bulletin de paye, sa sortie s'il y a une fin de contrat de travail et les déclarations qui sont liées derrière. Et du coup, comment tu peux présenter l'évolution de ton entreprise? Enfin, depuis combien de temps, du coup, tu l'as créée sur ton évolution? Alors là, j'entame la 5e année. J'ai évolué 2 fois. La première fois, c'est le Covid qui m'a fait évoluer. Oh. Parce que moi, mes premiers clients étaient des associations sportives. Covid, puis manifestations sportives. Alors, je me suis dit, oh là là, ma cocotte, faut que tu trouves quelque chose, quoi. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va, on démarche les cabinets comptables. Chose qui me plaisait un petit peu moins parce que c'est des grosses structures. Je préfère les petites structures. Et donc au début, je me suis payé un petit râteau, mais j'ai échangé avec des cabinets comptables pour savoir pourquoi mon offre n'allait pas. Et grâce à ce retour, je l'ai adapté. Et après, du coup, mon offre a explosé en fait pour les cabinets comptables. Et après, il y a une deuxième évolution grâce au réseau d'entrepreneurs. Et parce que je suis à l'écoute en fait, je vais pas que dans les réseaux d'entrepreneurs pour trouver mes clients. J'échange avec eux, j'écoute leurs problématiques. Et là, j'ai vu qu'ils avaient tous une problématique liée à l'embauche. Souvent, ça se passait mal. Alors, soit c'était pas le bon profil, ou tout simplement, ils n'avaient pas pensé à leur salaire à eux aussi. Donc oui, ils ont accepté la négociation du salarié, mais ils ont dû s'en séparer parce que eux, financièrement, ils pouvaient plus se fournir leur salaire. Donc c'est pour ça aussi, après, j'ai créé mon offre et si j'embauchais. Donc pour toi, l'échec fait-il partie de l'évolution ou du coup est-il indispensable? Indispensable, je sais pas, mais en tout cas, il est important si on apprend pourquoi. Si on pose la question, pourquoi j'ai eu un non, en fait, pour pouvoir justement s'adapter. Parce que je connais très peu d'entrepreneurs qui a réussi tout du premier coup et que tout a marché sans échec, etc. J'en connais aucun, en fait, en réalité. J'ai l'impression que dans le système entrepreneurial, on est obligé de passer par l'échec, du coup, comme tu as dit, pour apprendre, pour évoluer, et pour passer à l'étape d'après. Alors, donc c'est que c'est indispensable, alors. Donc voilà. Du coup, tu nous as parlé de l'offre, tu peux nous en parler, du coup, de la différence entre l'offre qui ne marchait pas et l'offre qui marche maintenant? Enfin, si tu peux nous en parler ou pas. Pour les cabinets comptables? Ouais, okay. Par exemple, c'est un bon exemple vu qu'on était dessus. Ok. Alors moi, mon cœur de métier, c'est l'externalisation de la paye. Donc j'ai démarché les cabinets comptables pour leur proposer, sur mon outil de paye à moi, je fais une partie de votre portefeuille client. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le cabinet comptable, lui, il voulait que ça soit sur son interface à lui, sur son logiciel de paye. Donc comme moi, j'ai une double casquette aussi, j'ai travaillé avant de me mettre à mon compte chez un éditeur de logiciels de paye, j'ai pu m'adapter du coup sur tous les logiciels de paye. Donc j'ai proposé d'intervenir et là actuellement je gère 5 logiciels de paye. Pourquoi s'être spécialisé dans l'accompagnement de PME et de TPE? Alors justement pour cet échange, ce conseil, parce que je fais pas que la paye. Je réponds à toutes les questions à côté aussi à mon client. Si par exemple mon client, parce que lui il n'a pas que ça à penser, il s'y connaît pas en paye, j'ai mon salarié, il n'est pas là aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que sont les obligations, etc. Il m'appelle, je lui réponds le plus simplement possible. Voilà. Selon toi, quels sont les défauts de ton secteur d'activité? Quels sont les axes d'amélioration du coup? Alors le problème de mon secteur d'activité, c'est les échéances légales. C'est-à-dire qu'à telle et telle date, il faut que les payes soient faites. À telle et telle date, les DSN doivent être déclarés. Et je peux pas, je suis inflexible là-dessus. Je peux pas faire autrement. Parce que c'est l'État, c'est la loi qui a décrété que telle et telle date, les choses doivent être faites. Et quel serait pour toi, qu'est-ce qui serait ce qui fait que tu démarques de la concurrence, le plus que tu as? Cet échange avec les clients. Cet échange? Oui. Tout le monde ne le fait pas forcément. Il y a beaucoup tu ressens beaucoup de... Ça devient des numéros de dossier. Ouais. Enfin, je l'ai vu par où je suis passée dans le salariat en fait avant. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai eu ras-le-bol du salariat et que je me suis mise à mon compte. Parce que les clients que je connaissais depuis longtemps, je pouvais même plus discuter 3, 4, 5 minutes avec eux. C'était toujours Aline, dépêche-toi, tu raccroches, ou tu factures au temps passé. Je fais non, stop, ça, enfin, c'est pas moi, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, ça existe encore ce côté lien avec son client, ce côté contact? Moi, je l'ai, oui. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on demande beaucoup de chiffres, et je pense et j'ai l'impression qu'on ne pense
de moins en moins ce côté humain. Ce qui fait qu'après, du coup, on rentre dans le truc de dépression, de j'aime pas aller au travail et tout, etc. Bah voilà, oui, c'est ça. Alors que pour moi, selon moi, c'est indispensable en réalité. Moi, le matin, je me lève en faisant ce que j'aime. C'est tout à fait ça. La première fois que je te vois, on se rencontre et tout, etc. Et je trouve ça important. Et du coup, parfois, j'ai l'impression que ce sentiment-là se perd. Je pense que pour les entreprises qui veulent... Alors, j'ai dans mes contacts professionnels des gérants qui ont choisi justement le côté plutôt business. Donc, ils se sont hyper développés et au final, ils se sont perdus parce qu'ils font même plus leur cœur de métier. Ils managent, c'est tout. Et ça leur plaît pas, en fait. Enfin, après, voilà, ça dépend des ambitions de chacun, mais je pense que pour être au top, aimer se lever radieux tous les jours, aimer aller au travail, il faut rester sur son cœur de métier. Et du coup, pour ça, faut pas trop se développer. Sinon, on peut plus rester sur son cœur de métier. Après, c'est une question, je pense, de point de vue et de personnalité. Il y a ça aussi, oui. Je pense qu'il y en a qui sont absolument attirés par le chiffre, quitte à ne pas aimer ce qu'ils font, et puis d'autres, comme moi ou comme toi, qui préfèrent plutôt kiffer ce qu'ils font et en gagnant un peu moins. Mais je pense que mentalement et en termes de santé, d'épanouissement, je pense que la deuxième seule, c'est le mieux. Mais après, ça reste mon avis à moi. Oui, c'est ça. Et le mien aussi. Donc voilà quoi. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat par rapport au salariat? Alors, l'entrepreneuriat, il y a un avantage au niveau de la flexibilité du planning. Surtout moi en tant que maman. Par exemple, ma fille, depuis que je suis en entrepreneuriat, pourtant je fais beaucoup plus d'heures que par rapport au salariat. Mais je passe plus de moments avec elle. Par exemple, avant, c'était dépôt à la crèche à 7h du mat, récupérer le soir à 19h, et encore, c'était la course voilà, dans les transports. Et là, maintenant, les déposer à 8h30, à 16h30, aller à la maison. Tous les jours, on goûte ensemble, même si après, ça n'empêche pas de retravailler. Et bien sûr, le mercredi, télétravail pour être à côté de mon enfant. C'est ça qu'on n'a pas dans le salariat. Exactement. Voilà. Moi, je me reconnais exactement dans toi. Voilà. C'est que j'ai fait le choix je récupère à 16h30 et que le mercredi, je fais la journée avec eux. Et parce que je trouve ça important, du coup, de passer le temps avec les enfants. C'est important, ils grandissent tellement vite. Et du coup, de faire du 8-18 ou du 8-19 heures tous les jours, ça devient maintenant, c'est impossible pour moi, en fait, en réalité. Parce que c'est important de voir grandir ses enfants et donc voilà, quoi. Selon toi, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? L'organisation. Ah oui, surtout la première année, parce qu'en fait, on n'imagine pas tout ce qui est à côté. On sait qu'on va faire son activité, on sait comment à peu près la vendre, mais en fait, on ne s'imagine pas que il faut que je fasse ma comptabilité aussi, il faut que je la gère. Ah oui, mais là, j'ai perdu un client, mince. C'est la course, il faut peut-être en retrouver un autre, ou des choses comme ça. Donc ouais, il faut être super organisé. Ça c'est sûr. Après, alors ça c'est moi, peut-être pas pour tout le monde, le sens de l'écoute. Pas forcément aux clients, mais l'écoute envers les autres. Ça permet justement de rencontrer de très bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, justement, en étant à l'écoute. Justement, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a financé et aidé à monter mon entreprise comme ça en une semaine. Oh. Je peux vous dire, et il est parti à la retraite, mais voilà, je me souviendrai toujours de lui. Voilà. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui maintenant m'aident et m'accompagnent dans la gestion de mon entreprise, par exemple également, ou d'autres personnes avec qui je travaille et qu'on échange ensemble. Je leur apporte du travail, ils m'apportent du travail. On a des clients communs en fait. On sent que ces personnes, même si c'est des entrepreneurs comme toi, il y a un certain lien d'amitié ou qui vous raccroche. C'est pas que du business. Non, voilà, c'est pas que du business, tout à fait. Et du coup, pour toi, c'est la base? Pour moi, oui. Quelles sont les erreurs que tu penses qu'un jeune entrepreneur peut connaître? C'est de vouloir tout faire tout seul, justement. Et on n'a pas le temps de pouvoir tout faire tout seul, surtout si on veut rester bien sur son activité. Alors moi, quand je me suis créée, on se croit tout de suite invincible, on est le super héros entrepreneur. Mais en fait, non, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc justement, pour pouvoir se faire soit accompagner ou déléguer certaines tâches. Mais c'est vrai qu'on essaie de tout faire aussi tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a le côté financier. On se dit, mince, si je me fais accompagner, ça a un coût. Et comme au début, on a toujours cette petite contrainte où il faut par la suite pouvoir rentabiliser un petit peu sa société pour pouvoir en vivre, pour la faire tenir. Du coup, apprendre à déléguer, tu l'as appris sur le tas ou tu le faisais déjà ? Oui, je l'ai appris en pratiquant en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui. Et après, pouvoir avoir confiance. Alors, pour avoir confiance, parce que c'est vrai que c'est son entreprise, c'est son bébé. Pour moi, c'est mon bébé. Donc,
bah là, pareil, moi, j'ai été piochée dans le réseau. Et du coup, dans le réseau d'entrepreneurs, comme j'échange directement avec les gens, il y a déjà plus ce lien de confiance. Donc, on donne on délègue plus facilement, en fait. Ouais, parce que, par exemple, moi, apprendre à déléguer, c'est un long travail. Parce que Oui. quand tu délègues, bah, c'est pas fait comme tu veux. Enfin, moi, je l'ai appris avec mes dépens que c'est bien aussi d'avoir un autre avis et d'avoir une autre vision. Ah oui, Et que ça soulage aussi de que déléguer. Et du coup, je pense que c'est un gain de temps et gain d'argent au final. En fait, oui, en c'est réalité. ça, oui, tout à fait. Et au début, on se dit, bah, je vais dépenser de l'argent. Et c'est C'est mon frère ça. qui m'a dit, mais non, mais t'es obligé de former, de déléguer pour du coup, après, que ce soit effectif. Quelle est ta plus grande victoire? La création d'une entreprise. Ouais. Oui. Tu te voyais entrepreneuse Alors oui, depuis toujours, j'avais. Bah, c'est pour ça que j'avais déjà essayé de créer l'activité autour de la gravure sur verre. Ok, ouais. C'est juste que je me mettais des contraintes. Pour moi, en paye, par exemple, vu que c'est quand même ça touche la finance, bah, il fallait des années d'expérience avant de s'installer, tout simplement. Voilà. Et ça a été une grande victoire. Pourquoi? Bah, parce que le salariat, je commençais à me réenfermer. En fait, je revenais à la petite fille, là, enfermée, cloisonnée, et j'avais plus ma philosophie du travail à moi en fait. Donc c'est pour ça que ça a été la grande victoire de m'installer à mon compte. Et du coup, ton déclic, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de quitter le salariat. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont cette crête-là d'arrêter le salariat et sauter dans le vide de l'entrepreneuriat, parce que pour eux, comme on va dire entre guillemets, t'as pas une situation financière stable. Ah oui, au début, oui. Bah ça fait peur. En plus, s'il y a la famille en plus autour, il y a plein d'enjeux, payer le loyer, etc., etc. Ton déclic à toi, du coup, pour faire ce grand saut? Bah, c'est que voilà, je voyais ma fille grandir, j'en profitais plus. Et puis il y avait cette philosophie là, que non, ça n'allait plus, quoi, où c'était rendement, puis d'échange avec les clients. Donc j'en venais à un point, il faut que je me lève pour aller travailler, oui, on est vivement vendredi soir, ou toutes des choses comme ça. J'ai dit non, ça stoppe, quoi. Qu'aurais-tu changé si tu pouvais recommencer? J'aurais créé mon activité plus tôt, pour profiter plus de la vie. Ok, et du coup, le mot de la fin? Bah, j'ai pas vu le temps passer, en fait. C'est passé tout. C'est passé Je t'ai dit que c'était une interview rapide, synthétique, c'est une discussion, en fait, c'est talk. Bah, merci, en tout cas.